Session Vasco de Gama. Donc Vasco de Gama, c'est le nom du nouveau programme dédié aux e-commerçants. Le nom est un peu audacieux dans la mesure où certes, donc Vasco de Gama était un navigateur, dont je suppose que tout le monde connaît l'histoire. Quelqu'un qui est célèbre pourquoi? Il est célèbre parce que c'est le premier à avoir fait le tour du monde. Dans les faits, il ne l'a pas réalisé complètement puisqu'il a été tué par son propre équipage avant de réussir à rentrer chez lui. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que la raison pour laquelle Vasco de Gama avait décidé de cette aventure, c'était pas pour faire le tour du monde, c'était surtout pour ramener des épices, parce qu'à l'époque, en Europe, ça coûtait très cher les épices, et le mec qui possédait un sac de poivre pouvait acheter un immeuble, un quartier, une ville entière, et donc il y avait une guerre pour les épices. Donc Vasco de Gama, d'une certaine manière, c'est le premier des e-commerçants, c'est le plus célèbre des commerçants, et il n'a pas eu un parcours, il a eu un parcours exceptionnel, mais il n'a pas eu une fin heureuse, il a eu une fin tragique, et on crée ce programme pour faire en sorte que les gens qu'on accompagne, eux, aient une fin très heureuse et ne finissent pas de la même manière que lui. Le commerce, moi, c'est quelque chose qui est de manière assez originale et dans ma famille depuis très longtemps. Donc certains le savent peut-être, ma famille paternelle vient d'Égypte et c'est des réunions de famille du Maroc et de Libye. Et là-bas, mes grands-parents ne bossaient pas. Donc mon arrière-grand-père avait fait fortune dans le coton, donc il était commerçant. Et la vie de mon grand-père, quand il avait 35 ans, pas 12, c'était de se lever le matin, de prendre un gros café pendant 2 heures, tranquille. Ensuite d'aller au Racing Club, ce qu'ils appelaient là-bas le Polo Club, qui était une sorte d'endroit paradisiaque où tu as le cours de tennis, la piscine, l'endroit pour jouer aux cartes. Il faisait ça jusqu'à 17 heures. Il était très sportif, il a failli être aux Jeux Olympiques de Berlin, mais comme il était juif, donc évidemment ils sont pas allés, parce que c'était en 36. Et il finissait ça vers 16h, 17h, il avait vu tous ses potes qui, pareil, n'avaient pas besoin de bosser. Il rentrait chez lui, là il retrouvait mon père, donc son fils, qui était élevé par la nounou grecque, la prof italienne, etc. Il lisait des livres et la journée se terminait. Bon. Et ça recommençait tous les jours de manière assez douce. Donc il y avait une tradition du commerce, mais qui comme elle avait bien fonctionné, ne s'était pas prolongée à mon grand-père. Nasser arrive au pouvoir en Égypte et ma famille se fait expulser comme beaucoup de familles à cette époque-là. Et pour différentes raisons, il y a une sorte de diaspora et des gens qui partent aux États-Unis, des gens qui partent en Australie, des gens qui partent en Italie. Moi, ils partent en France. Donc ils arrivent en France, on leur a saisi leurs biens, leur argent, donc ils n'ont plus rien du tout. Et là, mon grand-père, n'a jamais bossé de sa vie, comme ma grand-mère d'ailleurs. Ma grand-mère arrive dans la même situation, se dit il faut bien nourrir la famille. Et donc commence à faire des petits boulots de commerçant. Alors il va commencer par vendre des bouchons de radiateurs, pas le radiateur entier mais uniquement le bouchon, à la sortie du métro à Strasbourg-Saint-Denis, là où il y a aujourd'hui tous les Pakistanais. ça évolue, il y a un renouvellement de l'ethnie qui possède le métro Strasbourg-Saint-Denis, mais à une époque c'était mon grand-père. Comme les bouchons de radiateurs ça marchait pas trop, c'était très peu rentable, il est passé aux cartes postales musicales. Donc, vous avez déjà acheté des trucs qu'on ouvre et ça fait de la musique. Après, il est passé, il y avait une très forte progression, il est passé au téléviseur. Donc, il vendait des télés de la marque Satan, qui transportait avec un diable. Le diable vous apporte Satan. Et oui, slogan marketing qui aurait dû être plus connu. Et tout à la fin, heureusement, il a réussi à faire un pas exceptionnel pour un commerçant, avoir son propre local, qui n'était pas qu'à lui, qu'il partageait avec d'autres personnes et qui était une bijouterie. Donc il a connu cette évolution assez classique pour un commerçant, à vendre des choses dans la rue pour finalement avoir son propre bien.
C'était un job super éreintant. C'est quelqu'un qui s'est un peu tué au travail parce que toute la journée, il devait porter, pousser, etc. Le e-commerce, quand on parle de e-commerce, la première chose qui nous vient en tête, c'est effectivement cette dématérialisation de l'expérience et cette capacité pour un mec comme mon grand-père de ne pas devoir se lever tous les matins d'Asnières-sur-Seine pour aller jusqu'au métro Strasbourg-Saint-Denis pour être présent avec ses cartes postales musicales, mais de potentiellement avoir un site Shopify avec des cartes postales musicales qu'on peut commander, payer sur Internet et recevoir chez soi. Donc ça, c'est la première chose qui explique l'explosion absolument extraordinaire du e-commerce aujourd'hui. Je vais en parler plus tard, mais effectivement, une plateforme à connaître, c'est Shopify, qui est donc un CMS pour créer des boutiques marchandes, qui a été utilisé par 380 000 e-commerçants l'an dernier. Donc, c'est un changement qui est juste radical dans l'économie. C'est la possibilité pour n'importe qui de devenir commerçant, là où, pendant des siècles, il fallait acheter du stock, être présent physiquement quelque part et être au contact tous les jours de la clientèle. Ça, c'est une photo de carte postale musicale. Effectivement, donc on est passé d'un commerce classique qui demandait énormément de labor en anglais, donc de travail humain, de relations avec des logisticiens, avec des fournisseurs, avec des clients, à une partie du e-commerce aujourd'hui, bon, je caricature forcément, où on peut ne quasiment jamais parler à ses fournisseurs mais vendre leurs produits, où on peut ne jamais parler à la logistique parce qu'il y a des outils, des systèmes qui le gèrent pour nous, ne jamais parler aux douaniers, par exemple si on fait de l'e-commerce transfrontalier, et avoir une interaction avec les clients qui est extrêmement fluide, avec très peu de friction. Le e-commerce permet de connecter des planètes super différentes. Là où le commerçant était quelqu'un qui était bombardé de requêtes à une époque, qui était dans un endroit bloqué, enfermé quasiment dans sa boutique, il devait toujours être présent. Le e-commerce permet de piloter une activité en étant n'importe où, en changeant de pays, en changeant de continent, en étant simplement au contrôle de son ordinateur et de ses ventes, et d'ajouter assez facilement des nouveaux produits. Pour mon grand-père, c'était un enfer d'ajouter un nouveau truc à vendre. Il fallait trouver un nouveau fournisseur, il fallait trouver un nouveau pays, il fallait trouver plein de choses. Pour quelqu'un qui a une boutique Shopify, c'est extrêmement facile. Okay. On peut ouvrir la fenêtre ou pas? Parce qu'on est trop dans la salle et je suis mort de chaud là. Merci, magnifique. Donc une fois qu'on a dit ça, on va présenter quelques gros enseignements, les principales tendances, les tendances les plus différenciantes du e-commerce. Dès qu'on a quelqu'un chez Live Mentor qui vient pour un programme de coaching sur le e-commerce, il faut qu'on soit bien certain qu'il ait compris ces éléments, que ce soit évident pour lui. Il faut qu'on aide un maximum d'entrepreneurs à comprendre ces tendances pour ne pas faire des erreurs malheureusement beaucoup trop classiques et qui peuvent être très 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 coûteuses. Première tendance, la rapidité de la technologie ne cesse de s'accélérer en ce qui concerne le e-commerce. Prenons un exemple. Shopify, dont j'ai déjà parlé. Shopify, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui, il y a quasiment 10 ans maintenant, fondateur, a une petite activité d'e-commerce et se rend compte que, certes, il y a des solutions techniques comme WordPress, comme Wix, comme plein d'autres, qui permettent facilement de faire un site vitrine. Mais il se rend compte qu'il y a des problématiques très spécifiques au e-commerce. Typiquement, l'enjeu clé numéro 1, savoir où est le colis. Si demain, toi, tu commences à vendre des skateboards, toi, tu commences à vendre des fleurs, toi, tu commences à vendre des tuyaux d'arrosage, la première problématique que vous allez vous taper, c'est le mail du client « Où est mon colis ?» Il y a 10 ans, c'était un enfer de répondre à cette question. Il fallait
être branché avec un logisticien, il fallait être sur des systèmes techno ultra vétustes. Aujourd'hui, avec des solutions comme Shopify, n'importe quel entrepreneur qui se lance dans l'e-commerce aura directement l'info de tracking. Et mieux que ça, il aura la capacité de créer en 20 secondes une section sur son site où le client rentre le code qu'il a reçu automatiquement post-achat. Il a reçu un mail avec un code, qui est un code de tracking. Il le rentre dans cette section et il voit où est le colis. Gain de temps, est-ce que c'est 30 heures, 100 heures, 400 heures pour l'entrepreneur? Je pense que tous ces chiffres sont inférieurs à la réalité. Le gain de temps, il est exceptionnel. Le gain de développement, le gain d'argent, il est exceptionnel. Donc, premier sujet, la logistique. Deuxième sujet, se brancher avec des fournisseurs. Typiquement, une énorme tendance de l'e-commerce, c'est le dropshipping qui consiste à se plugger principalement, mais pas uniquement, sur des plateformes type AliExpress en Chine, récupérer des produits et les ajouter en 3 clics. Je parlais il y a quelques mois avec, je ne vais pas dire son nom, mais le fondateur d'une boîte e-commerce française qui était assez connue. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà acheté des produits chez eux. C'est du prêt-à-porter masculin, féminin, surtout masculin, qui a eu un certain succès il y a quelques années pour finir très très mal. Cette boîte donc vendait en ligne du prêt-à-porter. Ils avaient 15 développeurs. Ils se sont rendus compte que plus les années passaient, ils avaient levé beaucoup d'argent, plus de 10 millions d'euros, plus les années passaient, plus ils voyaient sur Facebook, ils voyaient sur Instagram des concurrents apparaître, mais des tout petits concurrents, des mecs qui n'avaient pas 15 développeurs, qui n'avaient pas levé 10 millions d'euros. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, c'est pas possible, comment est-ce qu'ils font pour être en concurrence avec nous alors que nous, on est une grosse machine? Une des différences, c'était que ces nouveaux entrants avaient compris que la technologie s'accélère et avaient compris qu'il y avait des nouvelles choses comme Shopify qui permettaient de remplacer 15 développeurs. Et c'est pire, c'est horrible. Vous imaginez humainement à quel point c'est affreux de faire ce constat quand vous êtes dans l'équipe perdante, entre guillemets. Le travail est mieux fait qu'avec 15 développeurs. Parce qu'il y a en fait les 400 développeurs de Shopify, plus tout l'écosystème open source de Shopify. Ce fondateur donc, me racontait qu'après un an à se battre, à se dire mais c'est pas possible, nous on va pouvoir faire des fonctionnalités dédiées, ils ont abandonné en fait, ils sont passés sur Shopify, ils ont se sont séparés d'une grosse partie de leur équipe technique pour se retrouver uniquement avec 2 personnes qui pilotaient un Shopify. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la technologie s'accélère extrêmement fortement sur l'e-commerce et qu'on est encore au tout début de ce qui va arriver. Et donc la première responsabilité d'un entrepreneur qui se lance dans ce domaine, c'est de suivre ces évolutions techno, constamment. De se dire, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui vient de se lancer, qui me permet de me simplifier la vie, qui me permet de me simplifier la vie sur la logistique, sur le service client, sur la gestion des stocks. La gestion des stocks, et autre problème extrêmement classique. Imaginons qu'on soit en train de piloter une boîte qui vend des chaussettes. Et on vend 10 000 chaussettes par mois. On vend 15 modèles différents de chaussettes. Notre problématique, c'est quoi? C'est de gérer l'approvisionnement en chaussettes et d'essayer de deviner quel va être le modèle le plus vendu. Parce que le modèle le plus vendu va être donc le modèle le plus rapidement à court de stock et donc le modèle sur lequel on va se retrouver avec la situation la pire pour un e-commerçant. Des gens qui veulent payer et il y a marqué out of stock, not possible. Il y a des équipes de consultants dans les plus gros cabinets de conseil type BCG qui en ce moment bossent sur des systèmes de machine learning où les ventes sont analysées automatiquement sur le site, sur la boutique e-commerce pour se traduire par des commandes, des ordres d'achat de stock, de sorte à ce que le site soit branché avec les fournisseurs et qu'on devine ce qui va arriver. Et il y a plein de paramètres à prendre en compte, fête des mères, fête des pères, Noël, etc. Si vous êtes quelqu'un qui vend des fleurs, type Bergamote en France, site e-commerce qui fonctionne très bien, je veux dire que la fête des mères, il faut être prêt, quoi.
c'est x2, quoi. x2, x3, x4. Donc tout le monde fait des bouquets. Et ça, il faut l'anticiper. Et donc ces choses-là qui sont faites actuellement par des développeurs dans leur coin, des experts, ça va être retranscrit en outils. Et les personnes qui sauront choisir les bons outils prendront un avantage extrêmement fort sur le marché. Typiquement, un autre exemple de pourquoi Shopify est aussi populaire, c'est parce que Shopify a permis à des milliers d'e-commerçants, des centaines de milliers, d'avoir automatiquement leur tracking publicitaire intégré. Donc de savoir chaque jour, si je dépense 50 € en communication, voilà combien de ventes ça a déclenché. Et avant, c'était un enfer de calculer ça. C'était absolument un enfer. C'était au petit bonheur la chance. Et je peux vous continuer avec des tonnes d'exemples du même acabit. Okay, donc la technologie s'accélère. Elle s'accélère fortement et elle s'accélère de plus en plus vite. Deuxième principe, après la maîtrise de la technologie, le deuxième principe d'un bon e-commerçant, c'est de maîtriser la trésorerie. Et là, c'est assez intéressant d'observer le très fort décalage culturel entre le commerce classique, la première génération d'e-commerce et les nouvelles générations qui sont en train d'arriver. Vous allez voir. Le commerçant classique est quelqu'un qui est évidemment obsédé par sa trésorerie. C'est des métiers de centimes. On contrôle au centime. On contrôle le coût du loyer, on contrôle l'électricité, on contrôle les dépenses d'eau, on contrôle la taxe foncière, on contrôle tout. La première génération d'e-commerce était assez drivée dans ce même état d'esprit. Typiquement, Amazon est mondialement célèbre pour l'histoire des portes et des tables. Vous connaissez cette histoire. Jeff Bezos, quand il a lancé Amazon, s'est rendu compte qu'il y avait un des deux, je ne sais plus, c'était d'ailleurs la chose, c'était les portes coûtaient moins cher que les tables, et donc il a commandé x5 en portes, et il a pris le surplus pour en faire des tables et des tréteaux. Bon. Et dès que vous rentrez chez Amazon, encore aujourd'hui, on vous raconte cette histoire pour vous expliquer qu'on est sur un business de centimes. Bon, c'est moins le cas depuis qu'ils ont Amazon AWS, qui est une machine qui est l'hébergeur, qui est une machine à profitabilité, mais ils ont gardé cette culture-là. Et effectivement, il y a quelque chose qu'on ne veut pas connaître en e-commerce, qui est malheureusement ce que j'ai vu sur un projet qui débarque chez LiveMentor, qui débarque en coaching, deux mecs très malins qui ont monté une marketplace de produits éco-responsables. Ces mecs ont un bon CV, une bonne expérience du sujet. C'est pas les entrepreneurs qui sortent de leurs études. C'est des mecs qui ont pas mal bougé et qui malheureusement ont des fois ce truc-là qu'on observe culturellement d'être trop intelligents. Ils ont acheté pour 90 000 € de stock et ils débarquent en rendez-vous avec moi en me disant on est très content, tout va bien. On a ce stock là, on a 90 000 € de stock, d'accord. C'est stocké où? C'est stocké chez nous dans l'appartement. Ok, donc le mec ne peut quasiment plus bouger chez lui. C'est-à-dire qu'il a des caisses de partout et il peut à peine se faire un café dans un coin. Et ouais, comment ça se passe? Vous arrivez à vous faire connaître. On réalise 1500 € de chiffre d'affaires par mois. Vous avez quoi comme marge? On a 20%. Donc je vous laisse faire les calculs. 20% x 1500. Vous divisez les résultats par 90 000, ça vous donne le nombre de mois qu'il faut atteindre avant la rentabilité. C'était vraiment la merde, quoi. Pour parler franchement, c'était vraiment la crise. Et l'erreur qu'avaient fait ces deux entrepreneurs-là, c'est de se dire ce qui va compter, c'est la production, c'est le stock, alors que la seule chose qui compte quand on se lance, c'est de trouver des personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait, qui ont envie d'être clients, et derrière, d'ajuster sa production. Alors on a repris le truc à zéro, on a commencé par liquider les stocks, on a commencé par aller appeler les fournisseurs, les gens à qui on avait acheté tous ces produits et dire mais là écoutez on n'est pas prêt pour les vendre, vous allez nous les racheter. Donc on a réussi à baisser la facture assez sensiblement et ensuite on a repris le vrai travail qui était de créer une communauté, de créer
une audience de personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait. Et le pire réflexe, c'est ça, quoi. C'est d'aller, comme chez Game of Thrones, à la banque de fer et de dire je veux lancer un e-commerce, j'ai besoin de 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros et de prendre cet argent, c'est ça surtout qui est grave, pour acheter du stock avant de faire le travail qui va être le plus dur. Tout le monde peut aller se constituer un entrepôt. C'est facile, entre guillemets. En vrai, c'est facile. Il suffit d'aller voir tous les mecs qui ont des espaces dispo dans Paris, il y en a plein, et de leur dire je vais vous louer ça pour mettre mon stock. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de trouver les personnes qui sont intéressées par ce stock, c'est de construire une marque, c'est de voir tout ce qu'on va faire ensuite. Donc, pas de réflexe type Iron Bank. Et dès que vous rencontrez un e-commerçant et que vous commencez à lui parler, le premier réflexe de coaching, c'est on en est où sur les coûts? Il y a quoi en dépenses en cours? Il y a quoi en stock? Et de faire ces calculs comme on vient de le faire avec ces deux personnes. À savoir, ok, tu as dépensé pour combien? Tu vends pour combien actuellement? Quelle est ta marge? Et de calculer tout simplement le nombre de mois qu'il faut pour atteindre la rentabilité. Et évidemment, on peut faire l'hypothèse que la croissance va augmenter et donc le nombre de mois va se réduire. Mais c'est notre responsabilité de confronter la personne à ça, à cet exercice intellectuel qu'on peut oublier de faire quand on se lance parce qu'on a plein d'infos qui viennent à nous et qu'on devient en fait déraisonnable. On devient complètement déraisonnable. Des histoires, mais pire que ça, j'en ai plein. Malheureusement, même situation d'e-commerce, quelqu'un qui faisait des bracelets qu'on met quand on fait du sport, quand on court, des bracelets qui permettent de mesurer le nombre de calories, tout ça. Lui, il avait fait la même erreur, prendre beaucoup trop de stock avant d'avoir les ventes. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait au lieu de liquider son stock et au lieu de commencer à travailler la communauté, etc. Il allait voir une banque, il a fait un premier prêt pour prendre encore plus de stock. Ensuite, il a fait un deuxième prêt pour commencer à rembourser les intérêts du premier prêt. Et ensuite, il a fait un troisième prêt. Et c'est pas le sujet de l'intervention, mais ça pourrait me rendre vraiment dingue si je commence à en parler. Le pire, c'est qu'il a été conseillé par un acteur public sur cette stratégie financière. Donc le type, quand il est arrivé face à moi, il faisait 3 000 euros de chiffre d'affaires, il devait rembourser 12 000 euros d'intérêt par mois. Et également un peu du capital. Donc là, on est sur des situations où il commence à y avoir de la responsabilité personnelle. On veut pas ça, quoi. On veut pas ça. Donc toute personne qui passe chez Live Mentor avec un projet e-commerce, d'abord on fait sanity check, on remet les compteurs à zéro et on regarde s'il y a danger ou pas. Approche toujours super long terme, super durable, pas de risque, pas de fausses promesses. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de manières de renverser complètement la position de trésorerie. Il est complètement faux de dire qu'un e-commerce est obligé d'être à découvert sur son compte. Pas du tout, puisqu'il y a un système merveilleux qui s'appelle les préventes et donc qui consiste à proposer à des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait d'acheter un produit avant qu'on ait lancé la production. Le système en plus a été popularisé d'un point de vue consommateur de manière exceptionnelle par le succès du crowdfunding. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Kickstarter est lancé. Kickstarter, Ulule, enfin vous les connaissez tous, repose uniquement sur ce principe-là. Voilà un projet qui se lance, un projet nouveau, que ce soit un jeu vidéo, une BD, des pulls, etc. Et vous allez acquérir un premier exemplaire. On va être très transparent sur le fait que c'est la galère totale. On a encore 6 mois de production, on a encore 12 mois, mais on vous promet qu'on va bien le faire. Et si vous voulez participer à cette aventure, c'est possible maintenant. Donc le système des préventes fonctionne. Ce qui est horrible, c'est qu'il y a énormément d'e-commerçants qui ne le connaissent pas encore. Il y a plein de gens qui se lancent là-dessus et qui
d'ailleurs n'ont pas une vision complète de la chose et la limite au crowdfunding. Certains connaissent le crowdfunding, mais n'ont pas en tête que les préventes, ça peut être quelque chose de répétable. Je vous ai mis quelques exemples de boîtes Live Mentor dans des industries très différentes. Socialter, c'est un magazine créé il y a quelques années, une petite équipe de 10 personnes. Mec super. C'est quoi l'industrie du magazine, à votre avis, l'industrie du journal? C'est pas une industrie dans laquelle vous voulez être. C'est une industrie très réglementée. Si demain, toi et moi, on lance un magazine sur le foot, on va devoir parler au kiosque. Il y a des distributeurs qui sont des distributeurs institutionnels, avec qui les cycles de décision sont super longs, avec qui il y a beaucoup, souvent, d'arrangements, on va dire. Toi, si tu es le kiosque, tu vas me dire il faut que tu me donnes au moins 20 000 exemplaires. Si tu es le réseau de distribution, tu vas me dire il faut au moins 20 000 exemplaires pour tous ces kiosques-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gâchis. Personne n'en parle, mais il y a des tonnes de journaux qui sont jetés, brûlés, détruits chaque année. C'est vraiment des tonnes, des tonnes et des tonnes. Donc c'est complètement bête à tous les niveaux. Ça rend le job très difficile pour des magazines qui se lancent d'avoir accès à ce réseau de distribution historique. Ça fait une pollution énorme et ça fait un BFR qui est compliqué. Socialter, ils font pas ça. Ils vont sur Ulule et à chaque hors-série, ils lancent une campagne. Ils ont lancé une première campagne il y a quelques mois, 4000 préventes. Là, c'est la dernière sur un hors-série spécial Low Technology, 5000 préventes. Ça permet de récupérer la trésorerie avant de payer les journalistes, avant de lancer la production de tout le hors-série. Ça a plein d'autres avantages. Ça, c'est ce qu'on appelle en marketing un événement. Donc on peut associer des partenaires à cet événement. C'est ce qu'ils font. Donc on allait fédérer des gens qui sont des acteurs importants du low-tech, des acteurs de cette thématique-là. On les a associés au magazine et bien sûr ils ont parlé de la campagne Ulule, de la campagne de prévente, ce qui a augmenté l'audience. Ensuite, ce qui est exceptionnel avec ce genre de système, c'est que vous pouvez toujours créer de la nouveauté. Vous pouvez dire, je vais avoir plusieurs paliers, comme ils ont fait eux, et j'ai un palier qui coûte plus de 100 €, 150, où c'est pas juste le hors-série, c'est hors-série plus un skateboard. Parce que low-tech, donc plus de voitures, on est tous en skateboard. Mais c'est absolument génial. Et on voit les 2519 commentaires, les 4220 contributeurs. Donc, ça fonctionne pour les médias, ça fonctionne pour des sacs. Là, je vous ai pris l'exemple d'une boîte qui s'appelle Mazonia, qui est arrivée chez Live Mentor. Ils avaient déjà fait un crowdfunding sur Ulule, celui-là. C'est génial pour une boîte qui se lance, créée par deux nanas qui ne sont pas des serial entrepreneurs, qui sont assez jeunes, qui n'ont pas de famille d'héritiers, qui lancent leur boîte en autofinancement. 30 000 € de prévente, c'est déjà un succès génial, vraiment génial, par rapport à malheureusement ce que j'ai vu souvent, des gens qui pendant 6 mois vont bosser sur le site, pendant 1 an vont bosser sur les fournisseurs et après on lance sur son profil Facebook et c'est les criquets quoi, il n'y a personne. Okay. Ce qui devient encore plus intéressant, c'est de comprendre l'impact culturel des préventes sur vous en tant qu'entrepreneur. Psychologiquement, ça vous met dans la bonne démarche. Ça vous met dans une vraie course à l'action. Il y a une deadline, il y a une date de début, il y a une date de fin, il y a un nombre de jours. Vous devez faire une vidéo, vous devez remplir votre page, vous devez aller chercher des témoignages. Vous avez des choses à faire qui sont très concrètes. Là où l'e-commerce classique, entre guillemets, peut, pour les gens qui démarrent, peut ressembler à un peu à une confrontation au vide absolu. Mais je ne comprends pas, j'ai fait ma boutique, qu'est-ce que je fais? Je vais enrichir mes fiches produits. Ça ne donne pas de résultat, ça. Ça ne donne pas de résultat à court terme pour quelqu'un qui a besoin de passer le premier cap. La manière de lancer un e-commerce, c'est le lancement produit. C'est de travailler sur quelque chose
comme si on était Apple, comme si on avait lancé l'iPhone, je ne sais pas combien ils sont, là, 12 ou 13, le truc en or là, et de se dire, je vais imaginer un concept, c'est ça que colombiens qui sont faits par une tribu qui s'appelle les Wayuu, je sais pas, Wayuu, et je vais raconter cette histoire-là et ça va toucher des gens. Okay. Ça, je vous mets des exemples dans les déodorants. Ça, c'est une fille qui s'appelle Justine qui a lancé une boîte qui s'appelle Respire. C'est un des plus gros cartons crowdfunding de l'an dernier. C'est plus de 21 000 préventes, 7000% de l'objectif. C'est une fille qui a fait uniquement des vidéos sur LinkedIn avant de lancer sa campagne. Toutes les boîtes que j'ai mis là, c'est des boîtes Live Mentor qui utilisent ou ont utilisé le crowdfunding ou les préventes à un moment donné. Je rappelle encore une fois que dans cette gestion de trésorerie, on a le crowdfunding qui peut être vu comme une action initiale pour financer le projet. Mais la manière la plus intelligente de le voir les choses, c'est le système de prévente. Faire des préventes de manière régulière. Fempo a lancé, qui fait des culottes, et qui est sûrement aujourd'hui la marque numéro 1 de culottes de règles en France, a lancé sa première campagne, a lancé une première campagne de prévente assez tôt dans son histoire, a ensuite eu une phase de stabilité sans campagne particulière et a quelques mois fait une exceptionnelle campagne de lancement produit qui a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en une semaine à l'occasion d'un lancement d'un nouveau modèle en prévente également. Atelier 1, c'est des jupes. Yoga Matata, c'est des tapis de yoga. Amazonia, j'en ai parlé, c'est des sacs. Socialterre, c'est des médias. Majak, c'est des courses d'aventure. C'est des gens qui se retrouvent à Paris, à Lille, à Lyon et pendant un week-end, ils doivent faire une course en stop. C'est la même chose, c'est un système de prévente. 6 mois avant l'événement, ils lancent l'ouverture des places comme un concert de rock, quoi. Et vous avez un nombre de places, vous avez une date limite pour prendre un tarif early bird, vous avez toutes ces choses-là qui permet à Majak d'avoir encore une fois une trésorerie qui est soutenable, autofinancée, prêt bancaire, autofinancé. Donc pas besoin justement d'aller lever des fonds forcément. On peut justement avoir une position de trésor qui est intéressante. Et ça leur permet d'avoir le budget pour payer derrière tous les gens qui font la logistique de la course d'aventure. Troisième enseignement de ce qui se passe en e-commerce aujourd'hui. Créer un univers singulier. Donc, il y a eu une époque où le facteur clé de succès en e-commerce, c'était la taille du catalogue. Quand Price Minister se lance, l'époque de Cdiscount, l'époque de Fac.com, c'est vraiment est-ce que je peux inonder le marché? Est-ce que je peux avoir la couverture de gamme la plus large au monde? Alors le problème, c'est qu'il y a un acteur qui a fait ça aussi et qui est meilleur que tous les autres, c'est Amazon. Et donc Amazon, chaque année, a le catalogue le plus important et a quelque chose effectivement d'exceptionnel qui est ce qu'on appelle la longue traîne, savoir une énorme partie des ventes Amazon vient de produits qui se vendent moins de 5 fois, moins de 10 fois par an. Donc, si vous êtes un énorme fan d'un jeu de Bill Bocquet italien, vous allez le trouver sur Amazon. Et comme Amazon a celui-ci, puis des dizaines de millions d'autres, ça leur permet d'être là où ils sont aujourd'hui. C'est dangereux de jouer cet affrontement avec Amazon. C'est dangereux de se dire, je me lance dans l'e-commerce pour avoir le plus gros catalogue. Ça peut marcher sur des segments donnés. Typiquement, une boîte comme ManoMano en France est une marketplace de bricolage exceptionnelle avec des chiffres absolument hallucinants et a gagné en partie parce qu'ils avaient un catalogue très large sur ce domaine, le bricolage. Et c'est là où il faut challenger les gens qui arrivent vers nous avec cette stratégie. Ils ont choisi un segment très particulier du e-commerce. Le bricolage, il y a des contraintes super particulières en termes de logistique, en termes de positionnement produit, en termes de plein de choses. Et donc, il y avait un jeu intéressant à prendre par rapport à Amazon.
Malheureusement, quand je vois des personnes vouloir faire le Amazon du livre ou le Amazon des réfrigérateurs, il n'y a pas cette différenciation aussi claire. Et donc, il ne faut pas jouer ce jeu-là, plutôt jouer à un autre jeu qui est le jeu de l'hyper-spécialisation. Et vous l'avez remarqué avec les exemples que j'ai donnés, Amazonia, c'est que des sacs, faits en Colombie, Atelier 1, des jupes, Fempo, des culottes, mais pas n'importe quel type de culottes, Socialter, un magazine avec une ligne éditoriale super affirmée. Toutes ces boîtes-là ont créé un univers très singulier, très affirmé, très original, très unique. Alors c'est pas quelque chose de facile de travailler la création d'un univers. C'est pas quelque chose qui se fait en une fois et après on arrête de le faire. C'est ce travail sur les valeurs, sur la tonalité, sur le style, sur la manière de parler. C'est cet ensemble de choses qui font que quand on est sur votre site, on reste, on accroche et on se dit « je suis pas sur le même site que les autres ». Moi je vois derrière dans les chiffres, ça se traduit par un indicateur qui est le taux de conversion, donc le ratio nombre de clients sur nombre de visiteurs uniques, qui est très sensiblement plus élevé sur les sites qui ont travaillé leur univers singulier, qui ont trouvé une patte qui les rend mémorables. Une boîte qui a fait ça de manière exceptionnelle, c'est Fempo. Fempo, c'est un taux de conversion hallucinant que je ne peux pas dévoiler en public. Mais les premières fois que Claudette et Fanny, les deux fondatrices, m'ont montré leurs indicateurs, j'étais waouh, là il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose, il vient de la qualité du produit, certes, il vient du bouche à oreille, il vient de plein de choses, mais il vient aussi de ça. Ça, c'est les photos, une des photos qu'on trouve dans la communication de Fempo, qu'on trouve sur leur site. C'est totalement en décalage avec ce qu'on trouve sur des sites de culottes classiques type Etam, où vous voyez souvent assez peu de modèles, et puis quand vous voyez des modèles, c'est tout le temps les filles super fit, etc. Machin. Et puis c'est souvent des modèles seuls et pas en groupe, et elles ont créé cet univers très girl power, le gang des filles, sans tomber dans quelque chose de trop girly justement. Ce côté on est entre copines et en fait on a essayé de reprendre le pouvoir sur nos règles, etc. Alors pour les mecs c'est toujours une sorte de mystère, le succès de Fempo, le succès de ces boîtes qui attaquent les problèmes féminins. Bon, il y a une explication de fond qui est que pendant très longtemps, l'entrepreneuriat était un truc de mecs et donc il y a eu assez peu d'innovation dans ce qui touche à la vie des femmes et que là, c'est en train de changer et qu'il y a plein de filles qui créent leur boîte, plein de femmes qui créent leur boîte et donc il y a toute une vague de produits, dont les culottes de règles, mais plein d'autres, qui vont absolument exploser et tous les investisseurs historiques de la place seront là mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais parce qu'en fait, ces choses-là, elles sont attendues depuis très très longtemps, depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc évidemment, pour un e-commerce, les photos, les vidéos, la réflexion sur est-ce que mon site, il a une tête à part, elle est importante cette réflexion, elle est vraiment importante. L'univers, ça passe par quoi? La série de questions que vous pouvez poser à un e-commerçant pour l'aider à avancer dans son projet, c'est est-ce que tu as travaillé ton univers? Est-ce que ton site, quand tu le vois, t'aimes son identité visuelle? Est-ce que tu as fait des sessions avec des photographes sur tes produits, sur ta logistique? Quels sont tes modèles? C'est toujours pareil, la première manière de faire progresser quelqu'un, c'est de s'assurer qu'il a les bonnes inspirations. C'est quoi tes modèles, c'est quoi tes inspirations en termes d'identité visuelle pour des sites e-commerce? Et si la personne n'en a pas, c'est là que vous pouvez vraiment l'aider. Voilà Fempo, voilà Asphalt, voilà Bonne Gueule, voilà Greenma. Va sur ces sites, je vais te donner les liens, va sur ce site, regarde comme ils racontent l'histoire du produit. Regarde, ils ont fait une vidéo où ils sont allés dans l'atelier, dans l'usine. Voilà, ils racontent leur histoire et les différents prototypes. Ça, c'est une des meilleures manières de faire progresser quelqu'un. C'est de l'entourer
des bonnes inspirations. Et il y a effectivement deux tendances dans le monde e-commerce. Il y a la tendance du dropshipping, où là, on va pas du tout être sur la création d'un univers singulier, on va être sur je prends le maximum de produits et je teste. Vous connaissez la politique de Live Mentor, notre pédagogie, le dropshipping, c'est très bien pour démarrer uniquement. C'est très bien pour démarrer. Et quand on coach des gens sur le sujet et qu'on fait une formation sur le sujet, on leur explique que c'est super pour démarrer et que ça met un pied à l'étrier pour ensuite créer sa vraie marque, son vrai site, son vrai univers. Donc si vous croisez des gens qui sont dans le dropshipping depuis longtemps, qui sont en train de s'acharner, faut dire attends, là tu as juste atteint le plafond du modèle. Tu peux passer à autre chose. Tu peux créer un univers autour d'un truc que tu maîtrises et tu as une meilleure marge et tu as plein de choses. Enfin, et tu as du réachat, tu as une communauté en fait. On peut très difficilement avoir une communauté quand on fait du dropshipping. Ok? Donc c'est important de montrer ça. On peut fermer la fenêtre si vous entendez les enfants. Quatrième enseignement. Une fois qu'on sait que la technologie s'accélère, une fois qu'on maîtrise sa trésorerie, qu'on fait des préventes, une fois qu'on a un univers singulier, il faut comprendre qu'effectivement, le marketing payant est quelque chose qui permet à un e-commerce de décoller. Et c'est un peu indispensable quasiment pour un entrepreneur qui se lance sur ce modèle-là. Si vous êtes freelance, vous allez vendre votre temps, vous allez vendre des journées. Et ces journées vont, si vous êtes, si vous m'avez entendu, si vous m'avez écouté 2-3 de mes vidéos, ces journées vont être vendues à un tarif qui est juste, qui est fair, 500, 600, 1000 euros par jour. Donc, il vous faut assez peu de transactions pour payer votre loyer et puis avoir une vie chouette. Mais si vous êtes e-commerçant et que vous vendez des produits à 20, 30, 40, 50, 100, allez, disons 100 euros. Vous avez une marge à 50%, donc ça fait 50 euros. Pour gagner 500 euros, il vous faut 10 ventes. Pour gagner 5000 euros, il vous faut 100 ventes. Donc il vous faut, et après les 5000 euros, il y a votre salaire, il y a plein de choses. Donc il faut aller chercher du volume en e-commerce, à quelques très rares exceptions près, comme des sites qui vendent des œuvres d'art en ligne qui coûtent 2000, 3000 euros, mais dans la plupart des cas, vous devez faire du volume. Et donc ce volume, pour aller le chercher au début, il faut l'univers singulier, il faut la technologie, il faut du coup, vous comprenez, maîtriser ses coûts justement pour le budget, plutôt le mettre sur cette partie-là, le marketing payant. Et tous les derniers gros succès e-commerce, que ce soit Asphalt dans la mode masculine, Gemio sur la bijouterie, les bagues, ou Casper évidemment, les matelas, vous les avez tous vus sur Facebook. Vous les avez tous vus dans ce qu'on appelle le social shopping. Donc, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook et vous voyez des produits mis en avant d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je connais énormément d'e-commerce pour qui leur compte Instagram compte plus que leur site. Vous allez voir le type à 2h du matin, vous êtes un mec de la mafia et vous lui dites tu as deux choix, soit à 8h, ton site n'existera plus ou ton compte Instagram n'existera plus. 9 fois sur 10, le mec lui dit allez, détruis le site, mais garde-moi mes abonnés, quoi. Garde-moi mon Instagram. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent que l'interaction qu'ils ont avec leur communauté, leurs clients, elle se fait sur Instagram, elle se fait sur les réseaux sociaux. C'est là qu'ils créent la relation au début, c'est là qu'ils pilotent cette relation avec les messages privés, c'est là qu'ils créent du contenu pour que les personnes s'abonnent au compte et reviennent. Instagram commence à lancer l'option où on peut acheter directement sur Instagram. Ça montre que Facebook contrôle le monde. Ça a des niveaux qui deviennent... Vous avez vu que un des associés historiques de Mark Zuckerberg vient de... Voilà, exactement. Il dit il faut casser, il faut démanteler de force Facebook, Instagram, WhatsApp. Là, c'est plus possible. Là, ils sont trop puissants. Donc, il faut que l'État intervienne pour casser le truc, quoi, en 3. C'est passionnant. C'est très surprenant. Enfin, très, très logique aussi, je pense. Mais bon, au niveau de notre e-commerce,
ça veut dire qu'il faut maîtriser ces sujets-là. Et encore une fois, les règles, c'est toujours les trois mêmes. 1, les gens ne me cherchent pas. Les gens sont ici pour se divertir. Et donc, je dois créer, si je fais des publicités, du contenu qui est divertissant. C'est quoi la publicité la plus exceptionnelle de l'histoire des matelas? Vous l'avez tous vue. C'est cette vidéo où une personne saute sur un matelas avec un verre de vin rempli de vin rouge et, je ne sais jamais si c'est faux ou pas, mais ils disent que non, retombe sur le matelas et aucune goutte de vin ne tombe. Là, vous avez des millions et des millions de vues. Et donc, le petit budget que vous mettez en sponsoring, en fait, il est démultiplié en termes d'efficacité parce qu'il y a la magie de la viralité. Et ça, c'est les meilleures publicités. Ce sont celles qui créent de la viralité, qui créent du bouche à oreille. Ma copine n'est pas là en ce moment, du coup, je regarde des séries. Et je me suis remis à regarder Better Call Saul, qui est un truc exceptionnel en marketing. Donc c'est pour ceux qui sont fans, c'est donc le spin-off de Breaking Bad. Et donc c'est l'histoire d'un avocat qui veut se faire connaître, quoi. James McGill. Il veut se faire connaître et c'est un roublard, c'est vraiment un escroc. Et donc il fait des publicités. Et c'est les deux trucs qui lui permettent d'exploser sa carrière. C'est une première publicité où il a mis une affiche de lui avec sa tête devant l'autoroute. Et son frère, qui a un autre cabinet d'avocats, l'attaque et lui dit « Tu n'as pas le droit de faire cette publicité parce que le nom est proche ». Et lui, il va payer un réalisateur pour faire une vidéo où il est face à l'affiche et il dit « C'est une honte, je suis un honnête entrepreneur américain qui veut faire connaître son activité d'avocat et là on m'interdit d'exercer ». Et là, derrière lui, on voit quelqu'un qui est donc en train d'exécuter la sentence juridique et en train d'enlever l'affiche. Il enlève l'affiche. Et là, on le voit tomber. Et on voit qu'il se maintient à la balustrade comme ça. Il se maintient. Et donc, Jess McGill fait « Oh non, genre, il faut que j'aille le sauver ». Il court. Il sauve le type. Et on comprend que c'est une arnaque. Genre, c'était prévu que devant la télé, il crée cette publicité exceptionnelle où il est en train de sauver. Et donc, il se fait appeler par tout le monde. Deuxième cas de figure. Il est en train de plaider pour des retraités qui sont dans une maison de retraite et qui se font arnaquer par la maison de retraite. Ils se font prélever, ils se font prélever des frais qui ne devraient pas se faire prélever. Et là, il a cette idée d'aller voir une grand-mère et de faire une vidéo en noir et blanc où on la voit descendre des escaliers avec la musique type les feux de l'amour, quoi, la musique très... Et où t'as la voix off derrière. Et là, je comprends pas. Mes fils m'avaient dit que ce serait un bon endroit pour moi où je serais bien traité, où ce serait chaleureux. Et tu la vois après, elle a une petite larme. Et je vois de l'argent qui part tous les mois et je ne sais pas ce qui se passe. Aidez-moi. Vous avez été abusé par telle maison de retraite, appelez le 0044 et il reçoit 300 appels dans la journée. Bon. Ça, pour moi, c'est les meilleures inspirations. C'est les meilleures inspirations. Et ça, c'est un enseignement qui dépasse de toute façon Vasco de Gama, ce programme de coaching qu'on fait pour des e-commerçants. Il faut toujours sortir des sentiers battus. Il faut toujours aller chercher l'inspiration ailleurs. Il ne faut pas rester enfermé dans lire tout ce qu'il y a sur Google, sur l'e-commerce. Le contenu est assez nul. Il faut aller piocher dans des univers qui sont différents, typiquement les séries télé, type Better Call Saul, et se dire « Ok, qu'est-ce qui fait que ce truc-là est exceptionnel ?» Et si je vais commencer à mettre de l'argent sur Facebook, sur Instagram, comment je peux créer quelque chose qui fait la différence? Exemple de e-commerce qui a fait ça de manière exceptionnelle, c'est évidemment les rasoirs, là, comment ils s'appellent, les Dollar Shave Club, ouais, Dollar Shave Club, avec cette vidéo où ils sont dans l'entrepôt et l'ours en peluche, etc. Et cette vidéo, déjà, elle a explosé de manière virale. Ils ont mis un petit budget marketing en plus, mais
Évidemment, on va jamais réussir à tous les coups, on va jamais réussir à créer des publicités, des images, des vidéos qui deviennent tout le temps virales. Mais on doit développer ce muscle, on doit s'entraîner. Et ça, c'est notre responsabilité de challenger les entrepreneurs sur ce point. Est-ce que tu as des commentaires sur tes publicités? Est-ce que tu as des gens qui taguent leurs amis, qui les identifient? Si tu les as pas, c'est qu'il y a un problème en fait. Et arrête de croire qu'il y a l'algorithme, etc., les règles. Oui, oui, c'est important tout ça, mais c'est 1000 fois moins important que ça. C'est 1000 fois moins important que d'avoir la réflexion créative et de se dire qu'est-ce qui va permettre de créer une relation de manière différente des autres. Ok? Mais si j'enchaîne directement avec la communauté et le contenu, c'est parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui vont beaucoup trop loin dans l'enseignement précédent. Donc il y a des personnes qui pensent qu'aujourd'hui on peut faire de l'e-commerce en mettant sa carte bleue sur Facebook et Instagram, en faisant des publicités toute la journée et c'est bon, ça marche et ça nous permet de vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. C'est complètement faux. C'est une énorme erreur de penser ça. Ça ne marche jamais. Les mecs qui disent ça sont des menteurs, des arnaqueurs, des escrocs et je suis très énervé contre eux. Donc, il faut faire extrêmement attention à cette dépendance publicitaire. Et pour ça, il faut créer du contenu et créer une communauté. Comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne en comprenant la manière suivante. C'est une règle statistique immuable. Plus vous augmentez votre budget marketing, plus votre coût marketing fonctionne. Donc quand vous avez quelqu'un au téléphone qui vous dit « moi je suis super content, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel sur mon e-commerce, je dépense 300 euros de budget pub. Donc je vais passer à 3 000, ça va me faire, je vais faire x10, donc 30 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, non, ça va me faire 100 000. Je suis nul en maths, hein, ça se voit. Donc, je dépense 300 euros en publicité, x10, je mets 3 000, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, x10, je fais 100 000. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est complètement faux parce que il va y avoir cette règle-là qui va apparaître. Plus on met d'argent sur Facebook, plus Facebook nous fait payer cher, plus on met d'argent sur Instagram, plus Instagram nous fait payer cher. Pourquoi? Fatigue publicitaire, algorithme, plein de raisons et au final c'est très bien comme ça. Donc il faut dire à l'entrepreneur attention, il y a cette règle d'augmentation du coût publicitaire avec l'augmentation du budget. Donc il va falloir que tu te réinventes sur la partie 4 et surtout il ne faut pas que tu sois dépendant de ça. Moi, le test radical pour savoir si une boîte était en très bonne santé ou pas, si demain j'arrêtais toutes les dépenses marketing, est-ce que ça continue d'augmenter ou pas? Si la réponse est non, je sais que la boîte n'a pas encore tout craqué, n'a pas encore stabilisé son modèle. Ok? Et donc, la bonne, ce n'est pas un film érotique, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se sortir de cette dépendance, se sortir de cette impasse en appuyant sur deux choses, contenu et communauté. Là, vous avez peut-être remarqué, mais tout à l'heure, cette photo-là, c'est des élèves de Live Mentor qu'on avait réunis lors d'un événement. Faire des événements, c'est une manière exceptionnelle pour soutenir une communauté. Là, ce que je vous mets ici, c'est la toute première vidéo faite en 2015, 18 avril 2015, 500 000 vues. Toute première vidéo d'une marque qui s'appelle les Glossier aux États-Unis, qui est une marque je me touche la joue parce qu'ils font tout le temps ça sur leurs vidéos. C'est une marque de produits de beauté, donc des crèmes. Enfin moi, ma copine, j'ai toujours une demi-heure avant de dormir, c'est une sorte de sas, sas de décompression dans la salle de bain. J'ai jamais su ce qui se passait, mais des choses comme fait cette fille là dans la vidéo, donc des crèmes, etc. Bon. Et Glossier fait 100 millions de chiffre d'affaires en 4 ans. Ça fait mal à la tête. 90% des ventes viennent d'Instagram. Le génie de la boîte a été de se baser sur l'expérience de la fondatrice Emily Weiss, qui était youtubeuse elle-même et qui donc savait que créer du contenu, générer un lien, créer un lien avec une audience, c'était quelque chose d'exceptionnel.
Et donc quand elle a décidé de passer à la vitesse supérieure et de faire Glossier, bah, elle a continué de structurer son équipe pour faire du contenu. Alors le contenu se fait sous différentes formes. Contenu vidéo, contenu texte, contenu audio, images sur Instagram. Un entrepreneur à terme devra tout faire. Mais il ne doit jamais commencer par tout faire en termes de contenu. Il doit toujours commencer par une manière, un type de production de contenu, l'écrit s'il est à l'aise avec l'écrit, la vidéo s'il est à l'aise avec la vidéo, l'image s'il est à l'aise avec l'image. Et c'est ce qu'a fait Glossier. Et là où ils ont été exceptionnels, c'est qu'ils ont complètement réinventé tous les codes de la vidéo. Donc là, on le voit effectivement, elle est dans son lit. Et c'était une série de vidéos Get Ready With Me, donc c'est se préparer à sa journée. Et donc on voit des membres de l'équipe de Glossier qui sont filmés chez elle. C'est une fille au marketing qui se réveille, voilà, une sorte de chat, et qui après est filmé mais super près. Tu vois ça joue, c'est super. On dirait du filmage à la GoPro. Tu vois. Donc ils s'en foutent des codes, ils n'ont pas un budget énorme à l'époque. Ils se disent ok, on va juste y aller en fait, et on va voir ce que ça donne. Et ça donne des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, Glossier est une boîte donc, qui est très présente sur Instagram, très présente sur YouTube, très présente sur son blog. Et c'est ce qui leur a permis justement de dépasser tous les autres qui, eux, étaient piégés dans le marketing payant, les publicités. Donc, le bon réflexe à avoir quand on parle à un entrepreneur qui fait de l'e-commerce, c'est de dire on va prendre ce que tu as fait la semaine dernière. Est-ce que tu as fait des publicités? Oui, non. Est-ce que les publicités étaient rentables? Si c'est oui, c'est bien. Deuxième question, est-ce que tu as créé du contenu? Oui, non. Si la réponse est non, c'est mauvais. Si la réponse est oui, c'est bien. Est-ce que ce contenu a généré des interactions? Est-ce que ce contenu a généré des commentaires? Est-ce que ce contenu a généré des réponses sur les vidéos YouTube? Tant qu'il n'y a pas des interactions, tant qu'il n'y a pas des commentaires, tant qu'il n'y a pas des partages, ça ne sert à rien de se mettre sur un objectif de quantité. Il faut se mettre un objectif de qualité. Et donc, il faut tester, il faut changer la manière de faire du contenu tant qu'on n'a pas le truc qui crée de la rétention, qui crée de l'adhésion. Le truc, entreprendre, c'est une relation aux autres. Ça ne sert à rien de le faire seul. Donc, faire du contenu qui ne déclenche pas de commentaires, c'est pas du contenu. Un contenu devient du contenu quand il déclenche des réponses, quand il est conversationnel. Ok ? Et donc, c'est notre responsabilité d'accompagner l'entrepreneur e-commerce dans cette quête du contenu qui va créer des commentaires, qui va créer de la discussion. En étant coach et en posant les bonnes questions et en donnant les bonnes inspirations. Okay. Typiquement, si vous prenez l'exemple de Socialter, l'exemple des médias, la baffe que se prennent les médias traditionnels, tous les magazines les plus vendus, c'est que le discours d'information, le discours un peu lisse, il ne déclenche plus d'interaction. Lire un magazine pour avoir la même chose que sur une page Wikipédia en 1000 fois moins détaillée, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, c'est pour ça que les ventes des magazines traditionnels, pas tous, hein, mais ceux qui ont un angle très information, sont en chute genre sévère. Par contre, ce que les nouveaux médias type Socialter, type le groupe Society, le groupe Sopress, qui a Society, Sofilm, Pédale, etc., ont compris, c'est que le contenu ultra militant, ultra engagé, celui-là, il déclenchait des commentaires. Un des plus beaux succès médias des dernières années, c'est de l'e-commerce. C'est Mediapart. Mediapart, c'est 15 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de résultats nets. C'est peu de gens le savent. Alors pourtant, ils le diffusent publiquement sur leur site, mais je sais pas, personne n'en parle. Le site de Mediapart, vous avez des centaines de milliers de pages indexées. Plus de la moitié des pages ont été créées par les contributeurs de Mediapart. Des gens qui sont abonnés à Mediapart et qui ont la possibilité d'avoir un blog hébergé par Mediapart. C'est exceptionnel. Alors là, vous êtes au niveau, vous êtes dans le futur, là, vous êtes n'amenez que plus ultra. C'est pas votre contenu qui génère des commentaires, c'est votre contenu qui est créé par des contributeurs qui sont extrêmement fiers d'être dans votre ligne éditoriale. Alors, et ça vaut tout le marketing au monde.
Et vraiment, le succès de Mediapart, c'est pas anodin quand on regarde la situation de la presse classique. Ça rend pas anodin. Et tous les autres, ils sont là, je ne comprends pas, les gens viennent plus en kiosque. Et c'est pas ça, le problème, c'est pas que le kiosque est mort ou pas. Le premier facteur, il n'est pas là. Le premier facteur, il est l'information brute. Encore une fois, elle est sur Wikipédia. Et Wikipédia gagnera toujours à nous expliquer le contenu d'une loi, à nous expliquer l'évolution des fonds marins, à nous expliquer ce que c'est que les accords Toltec, quoi que ce soit. Par contre, l'opinion, ça, elle n'a jamais été aussi nécessaire. Et je regardais hier, mais je suis tombé sur un truc, une émission mais scandaleuse sur CNews avec un mec qui s'appelle Pascal Praud, qui à une époque était journaliste de foot, il était déjà nul, hein, mais qui l'a fait venir une personne qui est écologiste. Et vous avez genre 40 minutes de discussion, mais qui sont profondément scandaleuses. Alors, non, on va laisser le côté éthique à part, mais qui sont profondément nuls en termes de contenu, en termes de qualité. Il ne laisse pas son invité parler, il lui coupe la parole constamment, il lui dit « vous êtes nul ». C'est un truc de fou. Et donc, en fait, on ressort de cette vidéo, alors évidemment, Pascal Praud est un mec qui devrait être interdit d'exercice, mais surtout en disant, en fait, le problème c'est que là, je viens de consacrer 40 minutes, je n'ai rien pu apprendre. J'ai pas eu de contenu, en fait, j'ai eu une sorte d'affrontement. Et c'est pour ça que les gens votent plus, parce que les débats politiques, c'est ça, quoi. C'est pas du contenu, c'est pas du vrai contenu. L'entrepreneur, quel que soit son domaine, qui fait de l'e-commerce et qui est capable de créer du vrai bon contenu, qui génère des commentaires, qui génère de la discussion profonde, qui génère quelque chose, bah évidemment il gagne. Quand Fresh, la page Facebook, qui est une plus grosse explosion de pages sur les 3 dernières années, publie là une vidéo d'une fille qui raconte comment elle s'est fait violer en prenant le train de banlieue et comment ensuite elle est devenue escort girl et comment ensuite elle est sortie de tout ça et là elle publie un livre. Bah, évidemment, cette vidéo, elle déclenche des millions de vues tout de suite parce que ce contenu est qualitatif. Ce contenu a été pensé. Ce contenu a été fait en se disant est-ce qu'on peut bien le faire, okay? Que ce soit du contenu monologue ou de la conversation. Thinkerview sur YouTube est un endroit à suivre également. Bon, il y en a plein, quoi. Je vous donne des exemples dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et donc, les entrepreneurs qu'on va prendre sur le programme, il faudra absolument qu'on leur explique l'importance de consulter les cas pratiques par industrie, d'aller regarder ce qui se fait de mieux dans chaque domaine, ce qui se fait de mieux dans l'e-commerce des produits de beauté, ce qui se fait de mieux dans l'e-commerce de la nutrition, ce qui se fait de mieux dans l'e-commerce des vêtements, ce qui se fait de mieux dans l'e-commerce, bon, j'ai vu un truc sur j'ai vu un e-commerce exceptionnel sur les produits pour hommes, type, tu sais, stimulation sexuelle, et c'est une boîte américaine qui s'appelle RAW, R-O, mais ils font aussi des produits pour les femmes lors de la ménopause, ils font plein de choses, c'est une boîte qui cartonne, c'est exceptionnel. Et donc enseignement numéro 5, si vous êtes e-commerçant, vous n'êtes pas en train de faire du contenu, vous n'êtes pas en train de créer une communauté, vous êtes sur du succès court terme, moi ça ne m'intéresse pas de vous prendre sur Vasco de Gama. Ça, vous le dites, toutes les personnes que vous avez au téléphone, ça ne m'intéresse pas. On prend le long terme, on prend ce qui est durable. Et 6e étape, on affirme ses valeurs. S'il y a le bruit, tu peux fermer, hein, parce que la porte là-bas, la fenêtre, parce que j'ai les oreilles très sensibles. Merci beaucoup. Donc, le mec fait son marteau-piqueur. Donc, étape numéro 6. Ah non, mais c'est par où là? Mais ça vient de nous là, ça va tomber sur nous. Bon. Étape 6, affirmer ses valeurs. Alors, effectivement, ça c'est, je trouve assez magnifique. C'est ce constat que
on revient d'une certaine manière à une économie de quartier. Et oui, parce que si on allume la télé, bon, moi j'ai pas de télé, donc mais si on allumait la télé, on aurait sûrement un mec en ce moment qui est en train de dire, mais vous vous rendez compte, c'est une catastrophe, les commerces de quartier sont désertés, les gens vont sur Amazon, voilà. Certes, mais en fait c'est faux. C'est faux parce que il y a de plus en plus de personnes qui vont sur des petits sites e-commerce. D'ailleurs, ils y vont sans savoir que ce sont des petits sites e-commerce, mais ils viennent chercher l'originalité, la qualité, l'histoire, les valeurs. Histoire de dingue. Je reçois un mail il y a un mois. Je parle beaucoup de ma copine sur cette vidéo. La mère de ma copine achète des gilets sur un site internet très artisanal, voilà, une toute petite boîte, 2 personnes. Et elle attendait la nouvelle collection, et la nouvelle collection devait sortir il y a un mois, elle n'est pas sortie. Elle contacte la propriétaire du site qui lui dit « Madame, je suis désolé, mais depuis qu'il y a la crise des gilets jaunes, eh bien, c'est un enfer pour nous. Sur Google, mon référencement naturel a complètement été détruit par tous les articles qui ont été faits sur les gilets jaunes. Et donc, je n'ai plus personne sur mon site, et donc je vais devoir mettre la clé sous la porte. » Une sorte de dingue. C'est la même histoire que le mec qui vendait des portails Orange, portails de maison, et le jour où Orange, l'opérateur téléphonique, a lancé son portail Orange, lui il achetait l'AdWords, il achetait le mot-clé portail Orange, et il a eu en une journée des milliers de personnes qui ont cliqué sur son annonce en pensant arriver sur le portail Orange, de Orange l'opérateur, et donc ça avait fait une facture AdWords affreuse. Et elle, c'est pareil, c'est ce genre de truc complètement imprévisible qui peut vous tomber dessus. La crise des gilets jaunes alors que vous vendez des gilets. En faisant cette réponse à la mère de ma copine et en envoyant des mails à tous ses clientes historiques, elle est en train de monter un mouvement de soutien où les gens font une sorte de caisse de réparation pour lui donner un petit budget pour passer cette étape. Alors le problème c'est que les gilets jaunes ça a l'air de durer, donc faut que ça s'arrête là vite. Mais c'est le genre d'histoire absolument exceptionnelle qu'on peut avoir quand on affirme ses valeurs. La fille qu'on voit ici s'appelle Cécile, c'est la fondatrice de Greenma. C'est un projet Live Mentor qui est une marque, zéro waste, gros respect de l'écologie. Ils font des thés, des savons. Là où Cécile pense de manière extrêmement différente d'un e-commerce classique, ou en tout cas d'un e-commerce tel qu'on l'enseigne en école de commerce, c'est qu'elle ne se dit pas premièrement qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent, mais plutôt qu'est-ce qui est lié avec mes valeurs. Elle vend des bocaux. Elle est rentable sur les bocaux. C'est bon. Mais elle dit sur le bocal, n'en rachetez pas, achetez des réserves qu'elle expédie également, et vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines de bocaux. Ça consomme, etc. Vous allez en avoir un, et puis après vous allez commander des réserves et vous allez les mettre dans le bocal. Voilà, quand il est vide, quand il n'y a plus de thé, mettez ça. Tout le packaging, pareil, zéro waste, gros respect de l'environnement, tout est produit en France, tout est les normes éco-cert. En fait, quand on parle à Cécile, on se dit mais attends, mais pourquoi est-ce que tu t'embêtes autant quoi? Genre, si j'avais croisé Cécile à son démarrage, maintenant il y a une équipe de plusieurs personnes, ils ont leur atelier à côté de Metz, enfin, c'est un endroit exceptionnel, faut aller là-bas, hein. On rentre dedans, on est allé avec Thomas, tu prends le shot d'odeur de thé, c'est paradisiaque quoi. On était Thomas, on se sentait plus, c'était l'orgasme, enfin, c'était intense quoi. C'est vraiment, on peut le dire, exceptionnel. Et on mettait la tête avec Thomas là, dans les gros sacs de thé. Mais si on la rencontre au moment où elle a créé sa boîte, on a envie de dire mais attends, c'est ça ton plan, genre mais tu vas vraiment te prendre la tête comme ça avec les bocaux, mais laisse les gens reprendre les bocaux s'ils ont envie de le faire. Et puis l'atelier il répond à plein de normes dans tous les sens.
Et ben elle le fait. Elle le fait et ça fonctionne. Et ça fonctionne sacrément bien. Et il y a 2 leçons, je pense, qu'on peut en tirer. La première, c'est ce que j'ai dit, à savoir les gens, les clients, consommateurs, individus, etc., les membres de la communauté, en fait, ils sont OK avec ça. Ils sont plus que OK avec ça, ils recherchent ça. Ils recherchent les valeurs, ils recherchent pas juste à avoir un savon, ils recherchent à se dire « Moi, Greenma, je pense que ça doit exister et je vais montrer que ça doit exister. » Et votre site e-commerce, à la différence d'une distribution en supermarché, vous permet de faire ça. Parce que quand vous êtes au milieu des supermarchés avec 35 autres trucs et qu'on vous a mis tout au fond en bas et que le directeur de supermarché vous appelle pour vous dire hey, au fait, il y a un système qui s'appelle les marges arrière. Vous savez ce que c'est les marges arrière? Les marges arrière, c'est donc vous pouvez être mis en avant au devant du supermarché, il faut payer un supplément. C'est assez dur en fait de partager vos valeurs parce que même si vous êtes en tête de gondole, les gens arrivent, ils voient le truc et il y a une telle pollution visuelle, c'est à l'ouest quoi. Mais si vous avez fait du contenu, vous avez l'occasion de partager les valeurs. Donc il faut jouer, il faut modeler entre l'enseignement 5 et l'enseignement 6. D'ailleurs, vous pouvez rajouter un jeu avec l'enseignement 4 puisque si vous avez du contenu qui affirme bien vos valeurs et qui est populaire, vous le sponsorisez sur Facebook. Ouais. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est qu'en fait, ce n'est pas la recherche de la facilité qui assure le développement et le succès long terme. C'est la recherche de ce qui est bien et de ce qui doit être fait. Et deuxième enseignement, tout ça, ça reste une question de capacité à tenir le long terme pour l'entrepreneur. Tout ça, ça reste une question de marathon. Ça reste une question de est-ce que tu vas tenir la distance? Est-ce que tu vas être capable de chaque mois y retourner et même si c'est difficile, de lancer de nouvelles actions et de développer ce projet? Et ça, pour avoir comparé sur des milliers d'heures de coaching des entrepreneurs, je suis arrivé à la conclusion définitive que ceux qui sont alignés avec leurs valeurs, ils ont une capacité à durer dans le temps beaucoup plus forte que les autres. Et c'est pour ça que la question qu'on pose dès qu'on voit un entrepreneur qui postule pour entrer en formation chez nous, c'est « mais pourquoi ce projet ?» Pourquoi ce projet? Et pas au sens responsable d'incubateur, qu'en mode « pourquoi ce projet? Il n'y a pas un marché énorme sur ce projet. » Non. Pourquoi ce projet en fait? Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi ça te parle? Et d'où vient l'idée? Mais d'où elle vient, genre profondément, dans ton histoire, dans ton intérieur? Et et à quoi ça devrait ressembler dans 1 an, dans 2 ans? Qu'est-ce qui t'anime en fait? Pourquoi est-ce que tu vas te battre? Cécile, elle sait pourquoi elle se bat. Et du coup, elle se bat. Et ça marche. Et quand on est chez elle, on comprend évidemment pourquoi Greenma est quelque chose qui s'est imposé et qui va encore plus nous surprendre durant les prochaines années. Autre exemple, elle est contactée par plein de gens qui veulent distribuer ses produits. Elle ne prend pas n'importe qui. Elle prend des boutiques, des magasins qui sont alignés avec ces valeurs-là. Ok? Merci à toutes et à tous pour votre attention. C'était donc les 6 enseignements qu'on a fixés comme cadre du programme Vasco de Gama. Comment développer une boutique e-commerce qui dure, qui est soutenable, et comment créer un programme de coaching qui en 3 mois permet d'avoir les meilleurs résultats. Et pour ça, il fallait s'aligner sur ces 6 principes. Si vous voyez quelqu'un qui postule, quelqu'un qui est dans le programme, qui dérive de ça, là, il y a urgence. Il y a urgence à avoir une discussion avec lui et à comprendre si on est dans un cas très particulier, parce qu'évidemment, il y en a plein, ou si on est simplement dans quelqu'un qui a pas vu ce truc-là et qui risque de se prendre les pieds dans le tapis, alors que si il entendait parler de ça, il ferait des choix qui lui permettraient dans 6 mois d'avoir quelque chose de super durable. Ok? Merci à toutes et à tous.